Allez, bienvenue dans Backstage. Aujourd'hui, on va passer un petit moment tranquille avec la chanteuse Irma. Elle nous a rejoint. Salut Irma. Salut. Alors Irma, bien sûr, c'est ce tube immense, I Know, repris par la pub Google. Il y a actuellement un nouvel album, Faces, et puis une tournée. Tu seras d'ailleurs prochainement à Toulouse le 6 novembre. Mais juste avant, moi j'ai une question très très importante à te poser. Je veux savoir, as-tu rendu la guitare à ton père? Mince. Je sais tout. Je connais tous les dossiers. Parce qu'on va raconter, on va expliquer pourquoi je te dis ça. Je n'ai jamais rendu cette guitare, jamais. Bravo. Bah, voilà. Donc en fait, elle est devenue trop importante, c'est devenu un objet porte-bonheur. Voilà, donc il faut expliquer que l'histoire, la success story, comme on dit d'Irma, a commencé avec une guitare volée. À mon papa. De ton papa. Voilà. C'est un peu honteux comme histoire, mais disons que en même temps, il s'en servait pas. Ouais. Voilà. Et puis je devais avoir 10 ans. J'étais encore au Cameroun où j'ai grandi, et donc j'ai trouvé cette guitare chez moi et je l'ai prise un peu par curiosité comme ça. Bravo. Et j'ai commencé à jouer et puis voilà, à composer mes chansons, tout ça. Donc si vous voulez réussir dans la musique, volez la guitare de votre père. Très bien. Voilà. On va rappeler rapidement l'histoire, comment tout a commencé. Je sais que tu l'as raconté des milliers de fois, mais on va faire un petit survol. Oui. Tout a commencé sur Internet, je crois en 2007-2008, c'est ça? Tu postais des petites vidéos. Voilà, j'étais dans ma chambre et je postais des vidéos et vraiment pour les amis, pour amuser la galerie, comme j'ai l'habitude de le faire, n'est-ce pas? Et donc je postais des reprises d'artistes que j'aimais beaucoup. Il y avait Michael Jackson, Norah Jones, Jackson 5 aussi. Jackson 5 et tout. Et j'étais dans ma chambre, voilà, avec ma guitare et je reprenais ces chansons. Si je peux me permettre, la réalisation des clips de l'époque ne sont pas celles actuelles. Ça a un petit peu évolué. Oui, faut dire ce qui est. Mais honnêtement, quand on poste ces vidéos à cette époque-là, est-ce qu'on a une ambition cachée? Est-ce qu'on a un rêve caché? L'envie de se faire remarquer, ou c'était juste comme ça pour le fun, pour le plaisir? Ce qui est dingue, c'est que l'ambition, en fait, elle n'est pas là parce que c'est les tout débuts de YouTube. Oui. YouTube est arrivé en 2006 et vraiment personne n'avait idée de ce que ça allait devenir rien que 2 ans plus tard. Et de cette espèce de grand tremplin que ça allait, que ça allait devenir. Et donc, il y avait vraiment une espèce de communauté. On s'appelait les YouTubeurs à l'époque. Enfin, je crois que ça doit être toujours une chose maintenant. Oui, ça existe encore. Ouais. Voilà. Et puis, on postait des vidéos et on se les partageait entre nous. Et c'était vraiment une espèce de truc communautaire comme ça, de partage. Et c'est vrai que moi, j'étais vraiment la première surprise de ce que ça pouvait devenir grâce à cette plateforme-là. Et après, il y a eu My Major Company. Comment ça s'est passé? C'est eux qui t'ont repéré? Tu es allé vers eux? Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, un jour, je me suis réveillée, puis je suis allée sur YouTube et je suis allée voir mes messages. Oui. Et donc, j'ai vu des messages de producteurs, de gens qui travaillaient dans la musique. Avec un nom de famille connu, avec un nom de famille, je vois un Goldman. Je me dis, ça me dit quelque chose, voilà. Donc, ça m'intrigue. Et donc, je lis ce message où il m'explique le concept de My Major Company, qui n'était pas encore né à l'époque, qui était sur le point de naître, où il m'explique cette petite boîte de labels communautaires où les internautes vont investir pour aider à produire. Et moi, tout de suite, il n'y a pas eu besoin de plus, j'étais partante. Quoi. Et puis le résultat est là, 200 000 albums vendus, je crois. Oui. Et du coup, on peut se dire qu'après un tel succès, on est épanoui, on est heureux, et puis on enchaîne facilement, tranquillement, avec un deuxième album, mais c'est pas tout à fait le cas. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Vraiment pas, parce que il y a évidemment ce côté épanoui et ce côté aussi même étoile dans les yeux, où on comprend pas trop ce qui vient de se passer, parce que tout allait très vite. Et au final, il y a aussi beaucoup d'angoisse quand la tournée s'arrête, la première tournée. Ça vient de là, en fait, l'angoisse. Ah ouais. Le fait de ne plus être entouré. On perd l'envie d'écrire, la magie de la musique, c'est ça, en fait, qui est parti. En tout cas, on a peur. On a peur et la peur, ça paralyse. On a peur de faire mal. Parce que justement, il y a eu un si bel accueil sur le premier que je me disais, j'ai peur de faire mal. J'ai peur de décevoir. Et puis, je me suis dit, il faut vite quand même que je me libère de cette pression, parce que sinon, je ne vais pouvoir rien faire. Et donc, du coup, tu pars aux États-Unis. Alors là, chose incroyable, tu arrives avec une petite caméra et tu filmes les gens. Alors ça, c'est pourquoi en fait? Qu'est-ce qui t'a emmené à faire ça? Je sais pas du tout. Voilà, c'était un reportage, même pas. C'était pour le plaisir. Pas du tout pour le plaisir. J'ai commencé. Au début, je filmais la rue, vraiment les trucs qui me touchaient, que je trouvais beaux. Et puis petit à petit, j'ai commencé à filmer les gens. Parce qu'en plus, là-bas, il y a un côté très décomplexé. Voilà, ils voient une caméra, tout de suite, les gens se prêtent au jeu, commencent à danser, chanter. On parle facilement chanter. Devant la caméra et on se livre. Exactement. Donc, c'est quoi, du coup, l'histoire qui t'a le plus touché? Il y en a eu beaucoup, mais il y en a une qui a inspiré justement le premier extrait du deuxième album, qui s'appelle Hear Me Out, et qui était une rencontre avec un couple de jeunes SDF, que j'ai croisés dans la rue et qui m'ont raconté un peu leur histoire, qui m'ont raconté comment, du jour au lendemain, ils s'étaient retrouvés là, et ça a été une rencontre très belle. Mais c'est fou ça, pourquoi partir aux États-Unis? Est-ce que tu l'as prémédité? Ça aurait pu être ailleurs peut-être? Exactement. Oui, je pense que j'avais juste besoin de me sentir étrangère et un peu perdue quelque part.
et de pas rester dans un confort qui m'aurait, je pense, un peu endormi. C'est fou parce que quand on analyse un petit peu ton parcours, il y a toujours cette volonté de se rattacher au réel. Ouais. Je crois qu'il y a quelques années, tu pouvais chanter devant des milliers de spectateurs et puis le matin, soutenir ton mémoire, par exemple. Oui. Tu vois, il y a toujours, ça fait partie un petit peu de ton parcours. Et donc à New York, tu retrouves la force. Comment ça s'est passé? L'énergie, ce sont les gens qui t'ont communiqué ça, qui t'ont donné cette envie d'écrire, de composer. Disons que tout vient aussi beaucoup des 6 dernières années que j'ai passées sur les routes de France, d'ailleurs. À croiser tous les soirs des gens différents qui de toute manière apportent une inspiration parce que on apprend tous les soirs à vivre avec des personnes qui n'ont rien à voir avec nous mais par contre le voyage à New York ça a été peut-être l'étincelle qui a permis de mettre tout ça en forme. C'est l'impulsion en fait. C'est l'impulsion, exactement. Mais c'était risqué parce qu'en même temps, c'est vrai, on dit toujours New York, les États-Unis, il y a une énergie incroyable, mais on peut se sentir toute petite. Exactement. Pour toi, est-ce que tu n'as pas eu peur de ça et de te sentir écrasé peut-être par ces États-Unis? Justement, et je pense qu'il faut quand même remettre aussi les choses dans le contexte, c'est qu'on parle beaucoup de cette énergie-là qui est très belle, mais paradoxalement, et c'est ça aussi qui a été inspirant et qui a été l'étincelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de laissés pour compte. Il y a quand même beaucoup de laissés sur le carreau. De cette c'est ce qui t'a intéressé peut-être de rencontrer ces gens-là. Exactement, cette espèce de désillusion américaine plus que le rêve américain en lui-même. Oui, en fait. Et puis il y a eu le rêve également américain parce que j'imagine quand tu enregistres dans les studios aux États-Unis, la machine à café, on peut croiser Pharrell Williams. Oui, ça peut arriver. On lui dit bonjour, on prend son numéro. Non, je rigole. Mais c'est vraiment arrivé, c'est vrai parce que j'ai lu ça quelque part. Alors c'était pas Pharrell, c'était Justin Timberlake. Ah oui, d'accord. Et je peux vous avouer que c'était vraiment improbable. Et effectivement, j'ai enregistré dans un studio parce que l'ingé son avec qui je voulais travailler, que j'avais rencontré quelques semaines avant, travaillait dans ce studio-là, mais il m'avait pas vraiment expliqué la clientèle du studio, en fait. Il m'avait pas expliqué les gens qui passaient de temps à autre. Tu pensais quelque chose d'intimiste, disais, underground peut-être. J'ai dû enregistrer. Et puis, à un moment, j'entends du son et je dis, qui enregistre là-haut? Il me dit, c'est Madonna. Je fais, quoi? Donc déjà, ça commence bien. Et puis oui, quelques minutes après, je vais à la machine à café. Et puis il y avait Justin Timberlake et Timbaland qui se baladaient. Et là, on se demande comment professionnel, on fait comme si on était habitué. C'est ça. Ce qui est horrible, c'est qu'on est obligé évidemment de pas crier, de pas être. Mais c'est-à-dire qu'il y avait vraiment évidemment un conflit intérieur qui se jouait dans la mesure où j'étais obligée d'être complètement impassible et qu'au fond de moi, il fallait que j'aille appeler ma famille au Cameroun pour leur expliquer ce qui était en train de se passer. Les États-Unis, c'est une histoire qui revient souvent, je trouve, dans ton histoire. On a l'impression qu'il y a un goût d'inachevé quelque part avec les États-Unis parce que sur ton premier album, il y a eu un petit souci. C'est ça? Est-ce que c'est une revanche? Il fallait retourner aux États-Unis pour finir une histoire, boucler la boucle? Peut-être inconsciemment. C'est vraiment bien dit. Peut-être que il y avait ce côté-là où la première expérience avait été un peu une déception. Même si j'avais énormément. Tu es parti donc aux États-Unis sur le premier album. Tu cherchais un réalisateur, c'est ça. Le réalisateur de Lenny Kravitz. Puis le résultat n'était pas tout à fait dans tes espérances. Ça ne correspondait pas à ce que tu attendais. Autant c'était très américaine, c'était très bien fait, autant c'était vraiment des chansons qui me ressemblaient plus tellement, donc je suis revenue avec des chansons qui pour moi représentaient pas ce que j'étais sur le moment, et je me suis dit bon, je vais pas avoir trop le courage de défendre ça. Et c'est vrai que le retour de dire à la maison de disques ah non finalement ça je le prends pas. Ça a été un peu compliqué. Ça a été compliqué, tu vas au bout des choses et de ta personnalité. Mais ce qui était beau, c'est que cette maison de disques là justement déjà ils ont été complètement d'accord avec moi. Ils me disaient on n'osait pas trop te le dire, mais effectivement on a trouvé que c'était un peu différent de ce que tu nous avais montré au début, et voilà, ils ont été d'un soutien parce que c'était vraiment une décision difficile. Oui, lourde et importante, Et donc le résultat là, à mon avis, te correspond sur ce deuxième album, Faces, un album, comment pourrait-on le qualifier, plus personnel, c'est ça? C'est ça, moins pudique en tout cas. Moins pudique, c'est ça, plus produit également. Exactement. On se fait un peu plus plaisir. Je crois que tu as joué tous les instruments. Oui. Je suis un peu perso. Plus pop aussi. Oui, c'est vrai, exactement. Je crois qu'il y a une très belle chanson, alors je sais plus le titre, ça va me revenir sur ton parcours du Cameroun à la France. Qui s'appelle Streetlights, oui. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que par exemple cette chanson, tu aurais pu l'écrire, l'enregistrer sur ton premier album, ou est-ce qu'il fallait un petit peu de temps pour en parler? Je pense qu'il fallait du temps pour en parler. Et d'ailleurs, c'est vrai que justement dans les thèmes abordés, il y a moins de détours. Disons que j'essaie vraiment d'expliquer. Et j'ai beaucoup regretté, j'en parlais tout à l'heure, j'ai beaucoup regretté de ne pas traduire les textes en français, même sur les clips, parce que pour moi, c'était vraiment des paroles vraiment traduites littéralement de mes sensations et qui expliquent vraiment assez personnellement ce que j'ai vécu là pendant... Et du coup, enregistrer au Cameroun, ce serait pas la suite logique, ou partir au Cameroun pour s'inspirer de certaines choses? Mon problème avec le Cameroun, c'est que je risque d'avoir ma mère à la porte toute la journée pour me proposer à manger ou quelque chose. Donc ça va te déconcentrer. J'essaie d'éviter ce genre de déconcentration. En tout cas, pour l'heure, ton actualité, bien sûr, c'est cet album Faces. Tu seras en tournée dans toute la France. Le 6 novembre à Toulouse. La scène pour toi, c'est le plaisir ultime
Ouais. C'est vraiment ce qui te porte et ce qui te donne envie de faire ce métier. Vraiment, vraiment. Plus que la composition, la création. C'est différent, mais je pense que la scène a un pouvoir plus fort parce que c'est vraiment là aussi que les chansons existent. Et je me dis que voilà, maintenant j'ai l'impression qu'on fait les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait un album et après on va faire de la scène. Ah, oui. Et j'ai l'impression que justement il y a un côté où la scène nourrit tellement ce qu'on compose que pour moi, c'est vital. Ça se ressent sur le deuxième album. La scène t'a nourri et c'est beaucoup plus sur pensé les arrangements, exactement, d'une manière scénique. Alors, ça va donner quoi, Irma, sur scène, le 6 novembre à Toulouse? Eh ben, il faut venir voir, déjà. Ah, je vais en savoir plus. Non, est-ce que tu travailles le show, par exemple? Est-ce qu'il va y avoir de la projection, des choses comme ça? Bah, disons que moi, je me centre énormément sur l'aspect musical, vraiment. Et puis, donc, musicalement, on est 6 sur scène. Voilà, il y a une place très importante donnée à la batterie, à la rythmique, parce que c'est aussi quelque chose qui est très présent dans l'album. Et beaucoup de danse, d'ailleurs, par exemple. Et voilà, il y a un côté où j'ai l'impression, même d'ailleurs, je parlais de moins pudique, l'album, il y a un côté justement sur scène où j'ai l'impression aussi d'être plus à l'aise et de pouvoir évoluer un peu assez librement. Donc c'est assez... À découvrir absolument, ça va se passer donc le 6 novembre au Bikini à Ramonville. Tu es passé très souvent à Toulouse. Qu'est-ce que tu retiens justement de la ville rose de Toulouse? Honnêtement, est-ce que ça fait partie des dates importantes sur une tournée? Bah justement, j'en parlais encore tout à l'heure, d'une de mes dates aux Connexions Live. Où je présentais justement cet album en acoustique, donc il n'était pas sorti, il n'était même pas fini d'ailleurs, donc c'était en fin d'année dernière, donc il y a presque un an, et je me souviens d'un accueil incroyable. Elle est bien Irma, elle a beaucoup, elle aime Toulouse. Merci beaucoup Irma d'avoir passé ce petit moment avec nous, les avec Toulousains. Grand plaisir. À bientôt. À bientôt. As if I try to catch the wind or swim in the sand, my mind keeps wandering back to the days I held your hands. I'm only crying tears of hope, but those are still real. The things that once appeared so strong now feel so faint. 'Cause when I woke up innocent, you've hit the road and left my heart to dry land. We've been standing there witnessing the end. Shed some tears but really holding the pain, as if I tried to catch the wind or swim in the sand. My mind keeps wandering back to the days I was yours.